Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 3 juin. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit à Alger son homologue rwandais Paul Kagame. Au menu notamment discussions sur les dossiers régionaux et internationaux, signature de 14 mémorandums d'entente et accords ou encore entretien élargi. L'entité sioniste commet de nouveaux massacres à Gaza. Près d'une soixantaine de Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 27 qui attendaient de l'aide humanitaire. L'ONU condamne un crime de guerre. « 4 millions de personnes ont fui le Soudan depuis le déclenchement du conflit entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés évoque la plus grave crise de déplacement de population au monde. Et puis la Corée du Sud a son nouveau président. Le candidat de centre-gauche Lee Jae-myung a largement gagné ce mardi cette élection présidentielle, marquée par une participation massive. Bonsoir à tous. Le président rwandais Paul Kagame a entamé ce mardi une visite officielle de 2 jours en Algérie à l'invitation de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Lors d'une déclaration conjointe, le président algérien a souligné une convergence de vues sur nombre de dossiers régionaux et internationaux, notamment la situation à l'est de la République démocratique du Congo, le Sahara occidental, le Soudan ou encore la question palestinienne. أنتم الوفد المرافق لكم ونتمنى أن نراكم مرة أخرى في زيارة أطول لتجسيد كل ما اتفقنا عليه. أتاح لنا هذا اللقاء مع فخامة الرئيس بول كاغامي الفرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجددنا في هذا الشأن دعمنا الكامل لمساعي الجارية من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل. كما تطرقنا إلى تداعيات الأزمة في السودان وضرورة تنشيط ضوء الاتحاد الإفريقي لإيجاد الحل المنشود. Et dans ce contexte, le président algérien a exprimé sa satisfaction quant à la convergence de vues des deux pays sur les questions essentielles en Afrique, à leur tête la question de l'autodétermination du peuple sahraoui. وأعرب عن الارتياح لتقارب وجهات النظر بين بلدينا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتمسكنا بمبدأ الحلول السلمية للنزاعات ورفض التدخلات الأجنبية في شؤون القارة الإفريقية. وفي سياق ذلك تبادلنا الآراء حول مناطق التوتر والنزاع في إفريقيا وأكدنا دعمنا للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير عبر الاستفتاء حر ونزيه وعادل. De son côté, le président rwandais a valorisé la profondeur des relations bilatérales en réaffirmant l'importance d'une coopération accrue dans les domaines de l'avenir. Dans les moments d'incertitude que nous avons connus tous, l'Afrique doit rester, c'est-à-dire soudés et solidaires. Le président et moi-même, nous avons eu donc des entretiens très constructifs basés sur une forte et amitié enracinée. Donc la présence diplomatique en Algérie que nous souhaitons avoir très prochainement. Nous allons créer des opportunités pour renforcer les liens économiques et voir plus d'engagement de la part de notre communauté d'hommes d'affaires dans l'éducation. L'Algérie a
le soutien de l'Algérie pour les étudiants du Rwanda dans des domaines très pointus tels que l'intelligence artificielle a été vraiment un succès. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président. Et comme je vous le disais au début de ce journal, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé aux côtés de son homologue rwandais Paul Kagame à la signature de 14 accords de coopération et mémorandums d'entente couvrant divers secteurs. Par ailleurs, les entretiens qui ont eu lieu au siège de la présidence de la République entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue rwandais Paul Kagame ont été élargis aux membres des délégations des deux pays. Auparavant, les deux présidents s'étaient entretenus en tête-à-tête. Et auparavant, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accueilli son homologue rwandais à l'aéroport international Houari Boumedienne à Alger, lui réservant un accueil officiel en présence de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue des détachements de différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Et par la suite, Paul Kagame s'est recueilli au sanctuaire du Martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Il a également déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des chouhadas de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Et il faut savoir que l'Algérie et le Rwanda entretiennent des relations historiques fortes, fondées sur le respect mutuel, la coordination des positions, la solidarité et la défense commune des causes africaines, des relations de longue date sur lesquelles revient Mohamed Wali Ben Sha'ban. L'Algérie et le Rwanda partagent des relations historiques solides ancrées dans des valeurs communes de solidarité et d'engagement envers les causes africaines. Ces relations construites sur la base d'une coopération sincère connaissent aujourd'hui un renouveau remarquable. Ces dernières années, les liens bilatéraux entre Alger et Kigali ont connu une dynamique ascendante, reflétant la volonté politique affirmée des dirigeants des deux pays de renforcer leur partenariat. Nous avons trois catégories de questions qui sont en permanence à l'ordre du jour de nos discussions. Il y a d'abord les relations bilatérales, à propos desquelles nous avons exprimé notre satisfaction quant à leur état général, qu'il s'agisse de la coopération économique ou des consultations politiques. Et nous avons poursuivi nos échanges de vues sur la meilleure manière de donner un souffle, un élan à ces relations à l'occasion de certaines échéances prochaines qui doivent nous réunir, Algériens et Rwandais. L'Algérie et le Rwanda défendent une Afrique souveraine, stable et prospère. Leur coopération s'étend à des domaines stratégiques, notamment la sécurité. Les deux pays s'engagent fermement à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. L'Algérie, bien entendu, comme le Rwanda a souffert
de beaucoup de massacres, beaucoup d'actes criminels, que ce soit faits par les différents occupants ou par le terrorisme aveugle. Ce que je recommande au peuple ami du Rwanda, c'est de s'unir tous contre les tragiques événements du passé. Ne pas oublier le passé, mais en tirer des leçons. Et il faut que la fraternité doit unir tout le peuple rwandais. L'Algérie et le Rwanda entendent également renforcer leur coopération économique, promouvoir les partenariats bilatéraux et encourager les investissements dans plusieurs domaines et secteurs. Cette dynamique incarne aujourd'hui une vision commune d'une Afrique unie, forte de ses partenariats intracontinentaux et capable de relever les défis du développement avec ses propres ressources et compétences. Voilà donc en ce qui concerne notre dossier consacré à la visite de 2 jours entamée ce mardi par le président rwandais à Alger, à l'invitation de son homologue algérien. Dans l'actualité également, je vous le disais en titre, près de 60 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce mardi au 78e jour de la reprise de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan de ce génocide s'est alourdi à 54 510 martyrs et 124 900 blessés depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités sanitaires palestiniennes qui ont précisé ce matin que les corps de 40 martyrs et plus de 200 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et les forces de l'entité sioniste visent particulièrement ces derniers jours les civils qui attendent à proximité des centres dits de distribution d'aide. Aujourd'hui encore, 27 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 90 autres ont été blessés dans un nouveau massacre perpétré à Rafah, cette fois au sud, qualifié de crime de guerre par l'ONU. Asma Laïd. Aujourd'hui, je suis allé avec ma femme, mes filles et mon fils recevoir ce qu'ils prétendent être de l'aide humanitaire. Ce n'est pas de l'aide humanitaire, c'est un piège pour s'en prendre à notre population résiliente et déterminée. Nous nous y sommes rendus et la situation était loin d'être normale. Des chars bombardés, il y avait des mitrailleuses et des snipers. Elle est allée chercher de la nourriture pour ses enfants. Il n'avait plus de pain depuis un mois. Elle séjournait chez sa nièce et elle est partie leur chercher de la nourriture. Voici ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle est allée chercher de l'aide. Elle est allée nous apporter de la nourriture et voilà ce qui lui est arrivé. Le génocide se poursuit à Gaza. Au moins 27 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce mardi par des tirs de l'armée d'occupation sioniste près d'un centre de distribution d'aide humanitaire à Rafah, dans le sud de la bande. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a qualifié aujourd'hui ces attaques de crimes de guerre. Les attaques meurtrières contre des civils désespérés qui tentent d'accéder à des quantités dérisoires d'aide alimentaire à Gaza sont inadmissibles. Le haut-commissaire souligne que les attaques dirigées contre des civils constituent une grave violation du droit international et un crime de guerre. Pour la 3e journée consécutive, des personnes ont été tuées autour d'un site de distribution d'aide géré par la Fondation humanitaire de Gaza. Ce matin, nous avons été informés que des dizaines d'autres personnes ont été tuées et blessées. Les Palestiniens sont placés devant le plus sinistre des choix, mourir de faim ou risquer d'être tués en essayant d'accéder à la maigre nourriture prétendument mise à disposition par le mécanisme d'assistance humanitaire militarisé de l'entité sioniste, a dénoncé Turc. Le haut-commissaire aux droits de l'homme a estimé que chacune
des attaques près des centres d'aide doivent faire l'objet d'une enquête rapide, ajoutant que les responsables doivent rendre des comptes. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi à une enquête indépendante sur des tirs ayant fait des dizaines de martyrs et blessés dimanche près d'un centre d'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Près de 2 ans après le début du génocide à Gaza, une épuration ethnique se produit sous les yeux du monde entier. Réagissant au nouveau massacre à l'encontre de civils attendant près des centres d'aide à Gaza, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a également qualifié de crime de guerre l'entrave délibérée à l'accès à la nourriture et au secours pour les civils, tout en appelant à une enquête rapide et impartiale sur les attaques contre les Palestiniens qui tentent de recevoir de l'aide alimentaire. Les attaques meurtrières contre des civils désemparés qui tentent d'accéder aux maigres quantités d'aide alimentaire à Gaza sont inadmissibles. Pour le 3e jour consécutif, des personnes ont été tuées autour d'un site de distribution d'aide géré par la Fondation humanitaire pour Gaza. Ce matin, nous avons reçu des informations selon lesquelles des dizaines de personnes supplémentaires ont été tuées et blessées. Une enquête rapide et impartiale doit être menée sur chacune de ces attaques et les responsables doivent rendre des comptes. Le mouvement palestinien Hamas a, lui, affirmé que le massacre commis par les forces de l'entité sioniste ce mardi dans la région d'Al-Alam à Rafah, visant directement des civils attendant l'aide, constituait un crime délibéré de génocide qui s'ajoutera au bilan noir de l'occupation sioniste. Cette attaque s'inscrit dans le cadre de ce que le Hamas décrit comme le mécanisme américano-sioniste de distribution de l'aide, qui est devenu un piège mortel et une humiliation visant à briser la dignité des Palestiniens et à transformer la vie de ceux qui sont assiégés en enfer afin de servir les objectifs de déplacement forcé. Le mouvement palestinien a par ailleurs appelé les Nations Unies, le Conseil de sécurité et les organisations humanitaires internationales à agir immédiatement pour mettre fin à ce mécanisme meurtrier et à ouvrir des couloirs humanitaires sûrs. Et selon le programme alimentaire mondial, plus de 2 millions de personnes dans la bande de Gaza sont confrontées à une grave crise de la faim et nombre d'entre elles sont menacées de famine alors que le blocus humanitaire sioniste se poursuit depuis 3 mois. Le programme alimentaire mondial a souligné que ces stocks alimentaires s'étaient épuisés fin mars suite à la fermeture des frontières début mars. Et des experts de l'ONU ont appelé à garantir un passage sûr pour le navire de la coalition de la flottille de la liberté, parti d'Italie dimanche en direction de Gaza pour tenter de briser le blocus imposé par l'entité sioniste à l'enclave palestinienne et dénoncer le génocide en cours. Ces experts ont rappelé à l'entité sioniste que le monde observait attentivement la situation, l'exhortant à s'abstenir de tout acte d'hostilité contre la coalition de la flottille de la liberté et ses passagers. Et en Cisjordanie, et depuis l'entame de cette agression génocidaire, l'économie palestinienne a connu une véritable descente aux enfers, asphyxiée par l'entité sioniste. Blocage, sabotage et destruction. Résultat, plus de la moitié des infrastructures économiques sont hors service, notamment dans le nord de la Cisjordanie. Neila El Hamouda. Des rues désertées par les visiteurs. Depuis le début du génocide sioniste à Gaza, tout s'est arrêté. Les territoires palestiniens vivent au ralenti. L'activité économique en Cisjordanie occupée s'est considérablement dégradée, en cause notamment les restrictions de circulation et la fermeture des frontières imposées par les autorités sionistes. 52,6%, c'est le taux d'établissements économiques qui sont à l'arrêt dans le nord de la Cisjordanie. Jenin, Tulkarem, Naplouse, Toubas, des gouvernorats asphyxiés par les raids militaires, les incursions quotidiennes et les barrages de l'occupation sioniste. Selon une enquête du ministère palestinien de l'économie menée sur plus de 500 établissements,
la situation est dramatique. Plus de la moitié ont cessé toute activité. 87% fonctionnent très en deçà de leur capacité et 92% ont vu leur revenu mensuel chuter de moitié. La contraction économique atteint 28%, une économie étranglée par la guerre, les routes coupées et une répression systématique. Avec le 7 octobre 2023, les perspectives se sont davantage assombries à tous les niveaux. Plus de 1000 barrages militaires paralysent la Cisjordanie occupée. À cela s'ajoutent les agressions quotidiennes, les arrestations arbitraires, les dégâts matériels directs infligés par les colons et les forces d'occupation. Les femmes et les petites entreprises sont les premières victimes. 80% ont vu leurs ventes s'effondrer, 60% ont dû arrêter partiellement ou totalement. 98% des entreprises accusent les incursions sionistes d'être à l'origine de leur faillite et près de 86% dénoncent l'impossibilité de circuler et de distribuer leurs marchandises. Cette stratégie n'est pas nouvelle. L'économie palestinienne est visée à chaque fois. À travers ces restrictions, c'est l'existence même d'un peuple que l'occupation tente d'effacer. Le génocide sioniste ne fait que nourrir le ressentiment des Palestiniens en Cisjordanie. Avec une économie asphyxiée, les conséquences sur la population sont désastreuses. Près de la moitié des emplois auraient été perdus sur ce territoire. Dans l'actualité également, coopération algéro-slovène, le ministre algérien de la Santé, Abdelhak Saïhi, et celui du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faisal Bentaleb, ont été reçus ce mardi à Ljubljana par le Premier ministre slovène, Robert Golob, dans le cadre de leur visite de travail en Slovénie. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique impulsée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue slovène Nataša Pirc Musar en faveur d'un partenariat structurant entre les deux pays. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement des projets communs dans les domaines de la santé, de l'emploi et de la protection sociale, ainsi que sur les leviers concrets pour élargir cette coopération. Par ailleurs, et s'agissant des relations algéro-françaises, le bureau du Conseil de la Nation, présidé par Azouz Nasri, a exprimé ce mardi sa vive indignation face à la nouvelle dérive et la provocation délibérée de certains membres du Sénat français à l'égard de la nation algérienne, relevant que ces personnes appartenant à l'extrême droite étaient la véritable source de problèmes dans les relations algéro-françaises. Je vous en parlais en titre, 4 millions de personnes ont fui le Soudan depuis le déclenchement du conflit entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide le 15 avril 2023. C'est ce qu'a révélé ce mardi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en évoquant la plus grave crise de déplacement de population au monde. Je vous disais également en titre, la Corée du Sud a son nouveau président. Le candidat de centre-gauche, Lee Jae-myung, a largement gagné ce mardi cette élection présidentielle marquée par une participation massive. Les Sud-Coréens se sont notamment déplacés en grand nombre pour mettre fin à une crise politique sans précédent sur la péninsule. Safwan Bessabri. Lors de l'annonce des résultats, des cris de joie et des applaudissements ont accompagné les scènes de liesse à Séoul, où les partisans du candidat Lee Jae-myung s'étaient réunis. Le candidat de centre-gauche est sorti vainqueur, avec une large marge de l'élection présidentielle en Corée du Sud, marquée par un taux de participation record. Sans se proclamer explicitement vainqueur de ce scrutin à un seul tour, Lee a promis de ne pas décevoir les attentes du peuple, auquel il a rendu hommage pour sa grande décision. D'après un sondage réalisé à la sortie des urnes, Lee a obtenu 51,7% des voix contre 39,3% pour son rival conservateur Kim Moon-soo. Après dépouillement de près de 50% des suffrages, Lee était en tête avec 49% des voix contre 42% pour Kim, selon les chiffres officiels. Le taux de participation a atteint la barre de 80%, le taux le plus élevé du pays depuis 28 ans.
Les Sud-Coréens se sont déplacés massivement pour désigner leur nouveau président et mettre fin à une crise sans précédent causée par la tentative ratée du précédent chef de l'État, Yoon Suk-yeol, d'imposer la loi martiale 6 mois plus tôt, jour pour jour. Les Sud-Coréens espèrent ainsi que cette élection bouclera 6 mois de manifestations massives, de rebondissements judiciaires et une succession inédite de présidents intérimaires. Les milieux d'affaires de leur côté attendent avec impatience l'installation d'un président stable pour mener la 4e économie d'Asie, largement dépendante de ses exportations. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.